Office protection. Pas rater rien dans un ambiance. Sur certains passages de notre hymne national. Nous avons choisi le premier couplet pour le pays, pour les ancêtres marchons unis, et à un moment où notre sol est menacé, méditons sur du sol, soyons seuls maîtres. Nous avons choisi également le troisième couplet. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils. Formons des fils libres, forts et prospères. Le Salon du droit est un repère et le thème de cette année, un vecteur qui doit nous permettre de préparer des citoyens libres, forts et prospères. Nous vous demandons donc de vous lever en demandant à Abrana Brizard, la jeune Abrana Brizard, élève de 9e année du collège 4 Pressoir, de venir entonner l'hymne national. Elle sera accompagnée de M. Isaac Benjamin, notre professeur de piano au collège 4 Pressoir. Nous avons donc le privilège de céder le micro ouvert au maître de cérémonie, maître Métor, Laurent et maître Toussaint. Merci. Monsieur le représentant du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, honorables magistrats des cours et tribunaux, Monsieur le protecteur du citoyen,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le Directeur général de l'Unité centrale de renseignement financier, Monsieur le Directeur général de l'Unité de lutte contre la corruption, Madame la Directrice générale de l'Inspection générale des finances, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission nationale des marchés publics, Mesdames, Messieurs les représentants des différents barreaux de la République, Mesdames, Messieurs les membres de la communauté internationale, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs. Le cabinet Patrick Laurent et Associés est heureux de vous accueillir à la 12e édition du Salon du droit. Cette aventure qui se voulait une journée d'information et de sensibilisation aux professions du droit qui a commencé à l'avenue Lamartinière, Bois-Vernat, dans les locaux du cabinet Patrick Laurent et Associés. Cette activité, cette aventure continue de grandir et surtout de devenir un rendez-vous incontournable en dépit des défis sans cesse grandissants auxquels fait face la communauté juridique et de la société en général. Nous sommes honorés de continuer d'avoir votre soutien inébranlable chaque année. Et c'est pour cela que nous tenons à continuer de vous offrir cet espace que nous voulons plus riche d'année en année, plus riche en apprentissage, plus riche en échange. Aujourd'hui est donc votre jour. Cette année, c'est l'unité centrale de lutte de renseignement financier, UCREF, qui ouvre ses portes. Profitez pour découvrir cette institution et en comprendre le rôle. Enfin, nous voulons remercier les étudiants en droit, les écoles, les exposants, les sponsors, les médias et le public en général. Nous saluons votre courage et nous sommes reconnaissants de nous aider à tenir notre promesse de vous apporter ce qu'il y a de mieux. Année après année, et sans plus tarder, nous allons passer la parole à Maître Toussaint. Bon salon à vous tous. Maître Patrick Daniel Franz Laurent pour les propos introductifs de cette 12e édition du Salon du droit. Maître Laurent. Bonjour à tous. Avant de vous délivrer mes propos pour ce matin, 12e discours, c'est en 12 ans, mais nous ne pouvons pas ouvrir le salon sans faire la passation de flambeau. Car jusqu'à date, sans cette passation, c'est ULCC qui est le coordonnateur scientifique du salon. Je souffrais que j'appelle au lutrin le directeur de l'ULCC pour la passation du flambeau à l'UCREF, le nouveau coordonnateur du Salon du droit. Monsieur le directeur général. Bonjour à tous et à toutes. Donc l'ULCC l'année dernière a rempli le rôle de coordonnateur scientifique du Salon du droit. Comme vous le savez, c'est
l'événement le plus juridique, alors le plus important dans le paysage culturel haïtien. Donc c'était autour du thème de la redevabilité. Et cette année, nous avons, avec regret bien sûr, l'immense honneur de passer le flambeau à notre consoeur. C'est une institution sœur qui fait partie également de la chaîne de contrôle du système national d'intégrité, l'unité centrale des renseignements financiers. J'appelle le directeur général pour la passation du flambeau. C'est à travers les actes du salon que je passe le relais au nouveau coordonnateur du Salon du droit pour la 12e édition du CREF. Après cette remise symbolique des actes du salon tenant lieu de passation de flambeau de l'ULCC à l'UCREF, maintenant l'UCREF à la charge de cette 12e édition dans son rôle de coordonnateur scientifique. À présent, nous appelons Maître Patrick Daniel Franz Laurent pour ses propos de circonstance. Les décors étaient plantés, passation des flambeaux est faite, et le protocole déjà a salué tous les dignitaires qui sont dans la salle. Alors pour acheter les temps, je ne vais pas reprendre les noms de ces grands dignitaires, mais mesdames et messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, tout protocole respecté. Laissez vos rêves changer la réalité. Mais ne laissez pas la réalité changer vos rêves. Cette citation, empreinte de sagesse que l'on attribue souvent à Nelson Mandela, traduit avec justesse la foi inébranlable dans le pouvoir des rêves qui anime la réalisation de cette 12e édition du Salon du droit, une édition qui semblait impossible. Nous avons choisi de nous laisser porter par le rêve au lieu de suivre le rythme de la réalité, de fermer les yeux sur le découragement, la peur et le fatalisme et de porter les lunettes de l'optimisme et de la ténacité pour organiser ce salon. La réalité de notre capitale, livrée à elle-même, privée de contrôle institutionnel, poussée souvent à l'abandon, Port-au-Prince, dommage, est devenue une ville en mouvement, habitée par une population contrainte à l'errance, fuyant l'insécurité, privée de repères. Un tel contexte où règne l'incertitude et l'instabilité oblige à la conclusion logique de l'échec. La culture, la science et même le droit paraissent condamnés au silence. Et pourtant, nous sommes là. Nous avons choisi de résister, de ne pas laisser cette réalité détruire nos rêves. Nous rêvons toujours d'une Haïti respectueuse des normes. Nous croyons encore en un véritable état de droit. Nous sommes convaincus
que la justice peut et doit redevenir le socle de notre société. Le salon du droit en est la preuve vivante. Malgré l'insécurité, malgré le chaos, le droit persiste. Il s'impose, il rassemble et il inspire. C'est pourquoi, année après année, nous poursuivons cette détermination. Nous nous félicitons de ce que le Salon du droit est aujourd'hui le plus grand événement juridique d'Haïti et le deuxième plus important de l'Amérique francophone après le Salon Visé Droit du barreau de Montréal. Et nous continuerons parce que nous croyons profondément que le droit finira par transformer la réalité. Aussi, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue à la 12e édition du Salon du droit. Merci de votre présence, merci de croire, vous aussi, que le rêve est plus fort que la peur. Dans un contexte marqué par une crise de confiance envers la justice, un incivisme généralisé et une faiblesse persistante de l'état de droit en Haïti, nous devons de continuer à promouvoir la culture juridique qui apparaît non seulement nécessaire, mais indispensable. Le droit positif haïtien souffre encore de plusieurs maux. Une communication juridique insuffisante, un accès limité à l'information légale et une inintelligibilité de la loi trop souvent compromise. C'est pour répondre à ces défis que depuis 2013, le cabinet Patrick Laurent et Associés, avec le soutien de ses partenaires, dont le barreau de Port-au-Prince, barreau de Petit-Goâve, Unité centrale de renseignement financier UCREF, barreau de la Croix-des-Bouquets, Unité de lutte contre la corruption, Inspection générale des finances, Bureau haïtien des droits d'auteur, Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, Études notariales Alex Demosthène, Commission nationale des marchés publics, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, IMED, Office de la protection du citoyen, Bureau du secrétaire d'État aux personnes handicapées qui nous rejoint cette année. Une fois n'est pas coutume, mais la coutume commence une fois. Juristes experts, cabinet Casimir, cabinet d'Orsay et Associés, cabinet Patrick Laurent et Associés. Ce salon est bien plus qu'un événement. C'est un espace de dialogue, de rencontre et de sensibilisation entre professionnels du droit, institutions, élèves, étudiants et citoyens. Il vise à faire découvrir le rôle et les métiers du droit, valoriser les institutions publiques et privées œuvrant dans la justice, rapprocher le citoyen du système juridique, promouvoir une image renouvelée de l'avocat, du notaire, du magistrat et de tous les acteurs de la chaîne judiciaire. Cette année, le volet scientifique du Salon du droit sera assuré par l'unité centrale de renseignement financier en qualité de coordonnateur scientifique. À ce titre, l'UCREF vous propose un programme dense, 6 conférences thématiques en salle, un procès simulé et en fin de journée, et plus de 20 institutions et cabinets d'avocats animant des stands où les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir les figures majeures du droit haïtien. Le coin du livre connaît également un renouveau grâce à l'appui de Communication Plus, une sélection de titres juridiques, des séances de dédicaces et des échanges avec des auteurs enrichiront cette édition. Cette édition marque la 4e édition du prix du Salon du droit,
qui distingue une personnalité ou une institution ayant marqué l'évolution du droit en Haïti. Et comme chaque année, le salon propose une salle de consultation et de rencontre avec M. Patrick Laurent, un rendez-vous devenu incontournable. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, si nous pouvons aujourd'hui être fiers de cette programmation riche, c'est grâce au soutien indéfectible de nos partenaires et sponsors que je tiens à remercier chaleureusement la Banque de la République d'Haïti, l'ambassade du Canada, la Banque nationale de crédit, le PNUD, Beauchâteau, Agroservice, Communication Plus, F2SE Amical, Inspection Générale des Finances qui joue de rôle, qui patronne le prix du salon cette année et exposant, APEC, Télémétropole, Radio Vision 2000, Radio Magique, Radio Kiskeya, Radio Galaxy, Radio Caraïbes, Radio Téléguinée, Jacques Belinter, Télématica, Teked et Contact Plus. Et comme chaque année, le salon propose une salle de consultation. Mesdames et messieurs, distingués membres de la communauté juridique haïtienne, distingués invités, je veux une fois de plus réitérer la gratitude du cabinet Patrick Laurent et associés envers le public en général, qui continue de croire en ce rêve et qui, par sa participation, marque fortement son engagement envers la cause du droit haïtien, avec l'invité de MAC pour le protocole, le collège 4 Pressoir. C'est déjà un pas pour passer le flambeau à la jeunesse. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent salon du droit, qu'il soit un espace d'apprentissage, de partage, d'engagement et surtout d'espoir. Je vous remercie. Merci, Maître Laurent. Monsieur le directeur général de l'UNCC, je comprends et nous comprenons tous votre regret, mais vous devez dire adieu et donner la place à l'UCREF. Vous avez le lutrin, monsieur le directeur général. Monsieur le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Madame la chef de coopération à l'ambassade du Canada en Haïti, Mesdames, Messieurs, distingués magistrats et magistrates de la Cour de cassation et des différents cours et tribunaux du pays, distingués conseillers à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le protecteur adjoint du citoyen, Madame la directrice générale de l'IGF, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le coordonnateur scientifique, Monsieur le directeur général du cabinet Patrick Laurent et associés, distingués invités, commissaires du gouvernement, chers amis de la presse, chers conférenciers, chers jeunes, chers élèves. L'année dernière, l'unité de lutte contre la corruption avait accepté avec empressement de remplir le rôle de coordonnateur scientifique de cet événement juridique unique dans le paysage culturel haïtien, le Salon du droit, une initiative originale du cabinet Patrick Laurent et associés. Je voudrais, in limine, prendre le temps pour saluer leur résilience, leur créativité et leur courage. La redevabilité était le thème choisi par l'UNCC pour la 11e édition du Salon du droit.
Elle est porteuse d'un engagement et surtout d'une nécessité de rompre avec des pratiques et des tendances pernicieuses, mais qui malheureusement tendent à être dominantes. Des acquiescements sur la normalisation de la corruption, d'une passivité dans la responsabilité de rendre compte de sa gestion, d'un établissement flagrant, mais surtout sans gêne de l'impunité. L'ULCC a saisi l'occasion pour aller au fond avec des experts haïtiens et étrangers et dégager des solutions. Ont eu lieu 6 conférences en salle autour de la déclaration de patrimoine, du rôle des institutions de contrôle, de la coopération internationale et d'entraide judiciaire, du recouvrement des avoirs illicites, du contrôle citoyen, sans oublier l'excellente prestation des jeunes élèves faisant partie du club d'intégrité du lycée national de Pétionville, ainsi que le procès simulé autour de la reddition de comptes. Ce menu riche et varié a rendu la 11e édition unique et tout simplement inoubliable. Je veux insister sur le thème qui a été retenu, la redevabilité, qui exige des comportements sains et dignes des agents publics. La redevabilité, comme je l'ai affirmé l'année dernière, légitime cette obligation de sanctionner lorsque les dérives sont constatées dans la gestion de la chose publique. Elle appelle à la punition des atteintes à la probité. Elle responsabilise la justice qui doit, je le redis avec conviction, se réveiller de sa léthargie pour rendre justice à ce peuple sans défense dont l'humanité a été arrachée et est encore arrachée par la corruption. Je dis qu'il est temps de cesser à tous les niveaux les petits arrangements, les petites combines au profit des corrupteurs et des corrompus. Au nom de la redevabilité, l'unité de lutte contre la corruption ne cesse de tenir pour responsables ceux et celles qui saignent le trésor public et qui hypothèquent l'avenir de toute une nation. Ceux qui protègent ces catégories de personnes se font malheureusement complices de la mort cruelle et lente d'un peuple sans défense. Je le redis avec la même conviction, de notre lieu à l'ULCC, nous ne faisons aucune différence entre ceux qui terrorisent la population, qui assassinent la population civile et ceux qui nous volent et qui s'enrichissent illicitement. Pas plus tard qu'hier, l'institution que je dirige, au nom même de cette redevabilité, a identifié à travers une documentation rigoureuse construite par nos enquêteurs des agents publics, d'anciens et actuels hauts fonctionnaires de l'État qui ont siphonné les finances publiques, qui ont trahi la confiance des administrés. Encore une fois, je le dis, la justice doit rendre justice à ce peuple extorqué et meurtri. Je veux au passage saluer avec déférence et honneur les efforts récents de certains magistrats qui ont compris que l'intérêt général doit primer sur les grandes influences individuelles. C'est dans cette ligne de redevabilité et de bonne gouvernance, j'ose le croire et je le crois, que le Salon du droit, en choisissant durant les 4 dernières années des institutions de contrôle comme la CNCCA, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, la CNMP, la Commission nationale du marché public, l'unité de lutte contre la corruption et maintenant l'UCREF, l'unité centrale de renseignement financier. Je souhaite donc plein succès à l'actuel coordonnateur l'UCREF dans ces travaux qui sûrement vont marquer les esprits et l'histoire du Salon du droit comme l'ULCC l'avait fait l'année dernière. Je veux terminer en remerciant mon équipe qui a assuré avec compétence et responsabilité. Je remercie également nos partenaires techniques et financiers qui ont fait alors leur grande première
à cet événement sans pareil en Haïti avec nous l'année dernière. Je me réjouis encore de voir qu'ils continuent de soutenir cette activité emblématique au nom de la transparence et de la bonne gouvernance. Ensemble, pour chaque élève, chaque jeune que je vois dans la salle et ceux dont je ne vois pas, l'ULCC va continuer à exiger des comptes. Plein succès et bon salon du droit. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur général. Merci, monsieur le coordonnateur scientifique sortant. Et nous faisons place maintenant à l'allocution de Maître Michelin Justable, directeur général de l'UCREF, qui a la charge de la coordination scientifique. Monsieur le directeur général de l'UCREF. Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti et les membres du conseil, de ce conseil, Madame la vice-présidente de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ainsi que les membres ici présents, Monsieur le secrétaire d'État à l'intégration des personnes à mobilité réduite, Mesdames, Messieurs les membres du pouvoir judiciaire, Monsieur le directeur général de l'ULCC, Monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Madame la directrice générale de l'Inspection générale des finances, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et chef du BUNI, Madame la représentante de l'ambassade du Canada, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les coordonnateurs généraux, Messieurs les bâtonniers de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, de Petit-Goâve et de la Croix-des-Bouquets, chers confrères, chers consoeurs, avocats et avocates, Madame, Messieurs les cadres de l'administration publique en vos rangs, grades, titres et qualités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, de la prévention à la répression du crime financier, une approche globale et intégrée, thème retenu pour cette 12e édition du Salon du droit, résonne avec une acuité particulière dans le contexte actuel d'Haïti. Il ne s'agit pas d'un simple choix académique, il s'agit d'un cri d'urgence, d'un appel à la responsabilité, à la vigilance et à la coopération entre tous les acteurs de la société. Nous le savons tous, le crime financier est une menace silencieuse mais redoutable. Il ne fait pas toujours la une des journaux, mais il est au cœur de la fragilité de nos institutions. Il nourrit les réseaux criminels, il mine la confiance du public, il détourne les ressources publiques, il empêche l'État de jouer son rôle. Il creuse l'écart entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Et dans une conjoncture comme celle que connaît notre pays aujourd'hui, il compromet sérieusement toute perspective de reconstruction. Haïti traverse une crise multidimensionnelle. Dans un tel contexte,
il est impossible d'envisager un retour à la stabilité sans une lutte frontale et déterminée contre les crimes économiques et financiers. La corruption, le blanchiment d'argent, les détournements de fonds publics, la fraude fiscale et douanière, la manipulation du système bancaire, tous ces défis nourrissent un cercle vicieux de désordre, d'impunité et de désespoir. Face à cette réalité, notre devoir est clair. Nous devons adopter une approche globale, coordonnée et proactive. Il ne suffit plus de réagir après coup. Il faut prévenir, détecter, poursuivre, sanctionner avec méthode, avec rigueur et surtout avec courage. La prévention est le point de départ de toute politique efficace de lutte contre la criminalité financière. Elle commence par la mise en place de cadres de régulation, de mécanismes de contrôle, de processus de déclaration de soupçons et de transactions. Mais surtout, elle repose sur une culture d'intégrité, une culture que nous devons construire patiemment dans nos institutions publiques, nos entreprises privées, nos écoles, nos universités, notre presse. Car si la loi peut encadrer, seul l'engagement éthique peut transformer. L'UCREF, en tant qu'autorité nationale du renseignement financier, travaille chaque jour à renforcer cette dimension préventive à travers la sensibilisation des entités déclarantes, la coopération avec des institutions sœurs, la constitution de bases de données fiables, le traitement et l'analyse des transactions d'opérations suspectes. Mais face à l'agilité croissante des réseaux criminels, la prévention ne peut suffire. Il nous faut des mécanismes de répression efficaces, capables de démontrer que nul n'est au-dessus de la loi. Cette répression doit être rapide, juste, dissuasive et surtout indépendante. Elle nécessite des institutions judiciaires fortes, dotées de moyens adéquats, mais également protégées des pressions politiques et des influences occultes. Dans un pays comme le nôtre, où les acteurs malveillants ont parfois plus de ressources que les institutions légitimes, la coopération est la clé. Il faut une approche intégrée, un maillage entre les institutions de contrôle judiciaire, fiscale et douanière. Ce réseau doit être fluide, coordonné et résolument tourné vers un objectif commun, faire barrage à l'impunité financière. C'est aussi dans cette perspective qu'en date du 9 décembre 2024, une task force interinstitutionnelle anticorruption a été mise sur pied, suivie d'un plan d'action triennal visant des orientations stratégiques pour la conservation des informations pertinentes aux fins de réaliser des activités conjointes. Permettez-moi de le rappeler avec insistance. Le crime financier n'est pas un simple dossier technocratique. Il a des visages, il a des victimes aussi. Dans ce combat, les professionnels du droit occupent une position stratégique. Avocats, notaires, magistrats, juristes, chercheurs, étudiants, vous êtes les gardiens de la légalité, les bâtisseurs de l'état de droit. Votre rôle n'est pas seulement d'interpréter les textes, mais aussi de les faire respecter. À ce effet, certains professionnels du droit ont l'obligation, en tant que personnes assujetties, de collaborer avec l'UCREF au regard de la législation haïtienne en matière de lutte anti-blanchiment. Le Salon du droit est une occasion unique de vous réunir, de débattre, de confronter vos idées, vos expériences et vos visions. L'UCREF est fier d'en être le coordonnateur scientifique de cette 12e édition du Salon, car nous croyons profondément que c'est par le droit, un droit vivant, un droit fort, respecté, que nous parviendrons à construire les fondations de l'État moderne en Haïti. Mais cela suppose que le droit soit mis au service de l'intérêt général et non instrumentalisé par les puissants. Cela suppose également que nous refusions le cynisme, la complicité passive.
Nous savons que ce combat est difficile. Il demande des sacrifices, du courage, parfois même de la solitude. Mais il est essentiel et il est même urgent d'agir, car le temps joue contre nous. Chaque jour où l'impunité règne, la légitimité de l'État recule. Chaque jour où l'argent sale circule librement, l'économie saine s'effondre. Chaque jour où la justice se tait ou traîne ses pieds, les criminels gagnent. C'est pourquoi l'UCREF continuera à faire sa part. Mais nous ne pouvons pas agir seuls. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin d'une stratégie nationale contre les crimes financiers. Une stratégie de vigilance, de transparence et de courage. Une stratégie pour notre cher Haïti. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier les partenaires techniques et financiers dont l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONIDC, le Bureau intégré des Nations Unies, BINU, et l'ambassade du Canada pour leur support constant à l'UCREF. Nos remerciements vont également à toutes les institutions partenaires nationales et les institutions financières qui, malgré vents et marées, collaborent avec l'UCREF dans cette lutte acharnée contre le crime financier. Mesdames et messieurs, ce salon du droit est une occasion précieuse. Ne laissons pas passer cette chance de poser ensemble les bases d'une nouvelle approche. Osons innover, osons remettre en question et surtout, osons agir pour notre pays. Je vous invite à considérer cette rencontre non comme un événement parmi d'autres, mais comme un moment fondateur, un moment pour tracer une voie de rigueur, d'éthique, de responsabilité et de transparence. Une voie qui donne confiance aux citoyens, dignité aux institutions et avenir à notre pays. Je vous souhaite un très bon salon. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Directeur Général, et je vous souhaite bonne coordination scientifique. À ce stade, il m'échait l'insigne honneur d'introduire le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Patrick Pierre-Louis, pour ses propos de circonstance. Consoeurs et confrères, distingués invités, toutes et tous ici réunis sous l'empire du droit. Permettez-moi en tout premier lieu de remercier Maître Patrick Laurent, qui me fait le plaisir de m'inviter à prendre la parole pour la première fois au Salon du droit, à titre de bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. D'emblée, il me plaît de souligner qu'au bout de 12 années d'existence, le Salon du droit est désormais bel et bien une institution. Une institution parce que, par la force de la répétition, elle a fini par s'ancrer dans les pratiques, dans les habitudes, au point de provoquer une légitime expectative. C'est un rendez-vous annuel où se rencontrent des passionnés consommés du droit et de jeunes amoureux de la chose juridique en attente d'une consécration qui, pourtant, ne viendra qu'au terme d'un cheminement pas toujours aisé. Il est vrai que la vocation du droit est des fois impénétrable, mais n'entre pas qui veut au temple de Thémis. Aussi, et peut-être me pardonnera-t-on de déroger à discourir sur le thème du blanchiment des capitaux, qui, fort heureusement, sera développé par d'autres plus habiles que moi en la matière, car il me faut faire état non seulement de l'événement du jour, mais encore, saisissant l'occasion, carpe diem est mon nom à dire, par cet attachement lointain mais persévérant à l'usage latin, il me faut ici même, où le droit est mis en visibilité, et à l'approche de la célébration de la Saintive qui se déroulera autour du thème du droit de résistance, il me faut interroger la figure de l'avocat
questionner son rôle par rapport à la norme juridique par beau temps et surtout tenter de redessiner les contours de sa fonction par gros temps. Lorsque les nuages menaçants de la terreur s'amoncellent autour de nous en une sorte de prison à ciel ouvert, d'où pleuvent sans quartier les balles assassines. Je voudrais insister d'abord sur l'étendue et la portée de notre mission en tant qu'avocat, représentant de barreau dans une société qui, tout en prônant paradoxalement le droit comme élément porteur de valeurs de cohésion et de solidarité sociale, semble faire peu de cas de son application réelle. On entend couramment des membres du corps social, des professionnels du droit et en l'espèce des avocats, se laissant aller à affirmer péremptoirement et imprudemment que nous avons de bonnes lois mais qu'elles ne sont pas respectées, comme si une loi qui n'était pas appliquée avait encore quelque sens, comme si elle ne s'épuisait pas précisément dans son application, dans son devenir en norme de comportement intériorisé par la majorité des citoyens. Tout cela est vrai, mais peut ressembler à des discussions stériles. Il reste aujourd'hui, alors que la citoyenneté est à la base de l'organisation sociale, que les avocats ne sont plus là seulement pour gérer les conflits. L'avocat est certes un défenseur, mais c'est aussi un confesseur. C'est aussi celui qui vient consoler. Mais pour que ces fonctions trouvent à s'exercer, faut-il encore que les tribunaux soient hébergés dans des locaux dignes? Faut-il encore que les acteurs judiciaires jouent leur rôle, que l'enquête soit effective à travers la politique pénale définie par le ministère de la Justice? Faut-il encore que les juges exercent en toute conscience leur office et que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire assure une sorte de police morale et professionnelle sur les membres du corps judiciaire? Tout ce qui semble aller de soi en principe ne tombe cependant pas sur le coup de l'évidence en pratique. Nous en sommes les témoins. Être avocat requiert de l'intransigeance par rapport à la règle. Être magistrat exige du courage dans l'ordre de la décision. Il s'agit donc d'un privilège extraordinaire que d'apporter par les voies du droit des correctifs aux préjudices de toutes sortes qui viennent à frapper les justiciables. Nous devons donc en être fiers, même lorsque l'opinion publique condamne avant la décision judiciaire. Même lorsqu'une presse trop prompte à stigmatiser invite continuellement à toute forme de condamnation. Même lorsque, sortant des rangs de la déontologie et de la mesure, certains des nôtres, emportés par le tourbillon louche d'actes peu compatibles avec la déontologie de l'avocat, se libèrent complaisamment de l'empire du droit. Mais pire encore, le vent tourne, la vie juridique n'est pas aujourd'hui un long fleuve tranquille, il s'en faut de beaucoup. Quelle est alors la responsabilité de l'avocat hors prétoire lorsqu'il doit faire face à une guerre sans nom qu'il atteint dans ses retranchements personnels, qu'il contemple avec horreur le défilé violent et tragique des atteintes au droit à la vie? Certes, il m'a été dit par un membre éminent de la corporation, qui se reconnaîtra peut-être dans le propos, que l'avocat avait encore des moyens, qu'il lui restait le recours au verbe décapant avec ou non le soutien d'une verve accomplie. Et comment le démentir? N'est-ce pas précisément par le truchement de l'avocat que le verbe se fait réalité, que le droit prend vie à lui prêter vie? Ainsi, par gros temps, au milieu de la multitude des individus dont Héraclite disait « éveillés, ils dorment », l'avocat, parce qu'il est porteur du droit, est vecteur de lumière lorsque la politique se fait ténèbres. Parce qu'il est agent de la confrontation réglée par les normes, l'avocat montre le chemin de l'équitable résolution des conflits. Parce qu'il est partie de la scène du procès, il donne son assise à la sentence du juge.
Parce qu'il est vigile de l'application du droit par nature, il s'oppose à toute décision se nourrissant d'arbitraire. Parce qu'il a fonction de conjurer la violence, il répudie la terreur sous toutes ses formes, et quels qu'en soient les auteurs. Parce qu'il incarne l'universalité de la norme juridique, il est porteur d'humanisme. Parce que sont inscrites dans sa déontologie même les valeurs de l'état de droit, il est agent de cohésion sociale par vocation et profession. Son œuvre ne peut donc pas s'arrêter au prétoire. Parce qu'il est ouvrier de justice, sa défense, c'est celle de la société tout entière, lorsqu'à force de contempler l'abîme se reflète dans nos regards. Aussi, on l'aura compris, par beau temps ou par gros temps, la tâche de l'avocat se révèle-t-elle exaltante, mais aventureuse, enivrante, mais périlleuse. Pensons encore au destin funeste de notre bâtonnier assassiné, mort avec sa parole brûlante sur les lèvres. Ah, mais en fin de compte, quel lot de responsabilité me diriez-vous? Responsabilité ou privilège? Entre les deux, où nous situer? Face à ce dilemme, comment nous définir? Fort de sa mission, convaincu de son rôle, hanté par la passion de la justice, l'avocat ne peut se tenir dans le vertige de l'indécision. Il ne peut et ne doit faire que le vœu et le pari d'un privilège responsable. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Et sans plus tarder, nous demandons à Madame Catherine Boucher, chargée d'affaires et chef de coopération à l'ambassade du Canada, pour son allocution. Madame Boucher. Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le bâtonnier de Port-au-Prince, Monsieur le directeur général de l'ULCC, Monsieur le directeur général de l'UCREF, Mesdames et Messieurs les autorités judiciaires, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui et de prendre la parole en cette 12e édition du Salon du droit qui porte sur un sujet d'une très grande importance, les crimes financiers. Dans un contexte de crise sécuritaire persistante et de fragilité institutionnelle, certains demanderont pourquoi porter attention aux crimes financiers alors que nous devons nous battre pour la sécurité, que nous nous battons contre les gangs criminels. Pourquoi? Parce que les crimes financiers représentent une menace directe à la stabilité politique, au développement économique et à la paix sociale. Tous des facteurs qui alimentent directement l'insécurité et la crise que nous vivons. Blanchiment d'argent, détournement de fonds publics, fraude fiscale, enrichissement illicite, autant de pratiques qui entravent toute tentative de redressement national et affaiblissent les institutions de l'État. L'urgence est claire. Il faut accélérer la reprise des activités du système judiciaire. L'impunité règne depuis trop longtemps. Il est impératif de rétablir l'ordre, de rétablir l'autorité de l'État de droit en garantissant l'indépendance du pouvoir judiciaire et la poursuite effective des crimes économiques.
Le renforcement de la répression des crimes financiers ne peut se faire sans une coordination renforcée entre les autorités. En ce sens, le Task Force Corruption, qui a déjà été mentionné, regroupe les acteurs clés de la lutte aux crimes financiers et est une plateforme essentielle. La tâche ne sera pas simple, mais l'élément clé sera la volonté commune de tous ici de changer les choses. Il faudra non seulement coordonner les efforts, mais aussi harmoniser les pratiques d'enquête, partager les données et mutualiser les moyens techniques et humains. Par ailleurs, la mise en place d'un pôle judiciaire spécialisé en matière de crimes financiers à la suite de l'adoption du décret le mois dernier par le CPT constitue une avancée importante. Ce pôle devra être mis en place selon les meilleures normes internationales. Il devra être véritablement indépendant et avoir les pouvoirs nécessaires pour accomplir son mandat. Le succès du pôle sera jugé par tous selon sa capacité à juger efficacement, équitablement et rapidement les infractions financières complexes. Le Canada et tous les pays du G7 ont entendu l'appel des autorités haïtiennes en faveur d'un renforcement de la lutte contre la corruption. Soyez assurés que nous sommes là pour appuyer ces démarches. Cela se traduit par la formation de magistrats, le développement d'outils d'enquête financière et le renforcement des institutions nationales. À cet égard, permettez-moi de remercier nos partenaires de mise en œuvre, dont l'ONUDC, le PNUD et Avocats sans frontières Canada. La lutte contre les crimes financiers n'est pas qu'un impératif moral. C'est une condition essentielle à la reconstruction d'Haïti. Il revient à tous, incluant les responsables politiques, les acteurs judiciaires, les membres de la société civile et les partenaires internationaux, de faire preuve de courage, de rigueur et de constance dans ce combat contre la corruption. Je vous remercie de votre attention. Merci en pile. Moi, souhaitez-vous passer une belle journée. Merci, Madame Boucher. Et maintenant, nous demandons à Madame Maria Isabelle Salvador, représentante spéciale secrétaire générale des Nations Unies et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, pour son discours. Monsieur le directeur général du ministère de la Justice, en représentation du ministre de la Justice, Monsieur le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Monsieur le directeur général de l'UCREV et coordinateur scientifique de cette édition du Salon du droit, Monsieur le directeur général du cabinet Patrick Laurent et associés, Madame la directrice générale de l'ICF, Mesdames, Messieurs les bâtonniers de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets, Madame la coordinatrice de coopération de l'ambassade du Canada, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames les membres des organisations internationales, en spécial du PNUD et de l'UNODC, chers jeunes étudiants et étudiantes, distingués invités, représentants de la presse, Mesdames, Messieurs. Deux fois, ça prend longtemps de saluer tout le monde. S'il y a quelqu'un que j'ai manqué, je demande des excuses. Merci. C'est avec une profonde reconnaissance et un immense bonheur que je prends la parole aujourd'hui pour inaugurer la 12e édition du Salon du droit. Cet événement, organisé par le cabinet Laurent et associés, l'unité centrale
des renseignements financiers UCREF en tant que coordinateur scientifique, en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Programme des Nations Unies pour le développement, représente une occasion importante de renforcer notre engagement commun dans la lutte contre les crimes financiers. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter, échanger et collaborer sur des thèmes cruciaux liés à la transparence dans la gouvernance des institutions de contrôle, aux responsabilités des professionnels du droit, des autorités judiciaires ou de l'État lui-même dans la lutte contre le blanchiment. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 prévoit que chaque État partie, dont Haïti, instaure un régime préventif complet de réglementation et de contrôle afin de prévenir et de détecter toute forme de blanchiment d'argent. Il s'assure en outre que les autorités administratives de réglementation, de détection et de répression chargées de la lutte contre le blanchiment d'argent soient en mesure de coopérer et d'échanger des informations au niveau national et international. Dans le même ordre d'idées, les groupes d'action financière, GAFI, ou en anglais Financial Action Task Force, est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent qui vise à créer des lignes de conduite que les gouvernements doivent suivre afin de promouvoir la lutte contre le blanchiment des capitaux. Ce sujet et les enjeux qu'il comporte seront abordés au cours de cette journée, mais retenons tout d'abord qu'il est fondamental que le mécanisme de détection des infractions de blanchiment et ses suites, tel qu'il existe actuellement en Haïti au travers du rôle de l'UCREF, soit bien compris et discuté avec les partenaires se situant en aval de la chaîne pénale et que l'interaction soit améliorée entre eux. Ensuite, le cheminement devant permettre de tracer les avoirs ainsi blanchis nécessite une collaboration efficace entre toutes les entités, depuis la phase de détection, afin de pouvoir obtenir finalement une confiscation définitive devant les juridictions compétentes. Enfin, le recouvrement de ces avoirs blanchis, qu'ils se trouvent en Haïti ou en dehors du pays, est une composante essentielle de la lutte contre la corruption et les crimes financiers. En effet, en permettant de récupérer effectivement les biens mal acquis, le recouvrement des avoirs contribue non seulement à rendre justice, mais aussi à restaurer la confiance du public dans les institutions. Les fonds récupérés peuvent être redirigés vers des initiatives de développement et des services publics, améliorant ainsi la stabilité économique et sociale. Un système efficace de recouvrement des avoirs envoie également un message dissuasif fort, montrant que le crime ne profite pas et que les gains mal acquis ne resteront pas impunis. Je me réjouis de cette journée où des notions parfois complexes en apparence vous seront exposées afin que chacun, qu'il soit étudiant, professionnel du droit ou de tout autre domaine, ou simple citoyen, soit pleinement sensibilisé aux enjeux de la lutte contre le blanchiment des capitaux et de l'approche globale et intégrée qui doit être mise en place contre ce fléau qui prive les pays de ressources considérables. Dans un contexte aussi difficile comme celui d'Haïti, à un moment clé où les flux financiers de et vers Haïti devront être mieux contrôlés, la claire compréhension des concepts, des enjeux et des risques du blanchiment des capitaux et du crime transnational organisé devient une priorité absolue.
En Haïti, les défis sont nombreux, mais notre détermination à les surmonter est plus forte que jamais. Je réitère une fois de plus le soutien des Nations Unies aux efforts continus de tous les partenaires dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et les crimes financiers. À cet égard, je salue la décision politique ayant conduit à la création de pôles judiciaires spécialisés, notamment celui dédié aux crimes financiers, et me félicite de l'appui technique apporté par l'ONUDC à cette initiative essentielle. L'événement d'aujourd'hui qui réunit les membres des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, ainsi que les acteurs de la société civile, du secteur privé, des organisations nationales et internationales, des jeunes universitaires, est une plateforme idéale pour renforcer la coopération et créer les synergies entre les différents acteurs dont nous avons besoin dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Ensemble, nous pouvons bâtir un Haïti plus juste où chaque citoyen pourra vivre dignement et prospérer. Pour conclure, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers l'unité centrale des renseignements financiers du CREF, les programmes des Nations Unies pour le développement, l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, le cabinet Laurent et Associés, ainsi que l'ambassade du Canada, et toutes les autres institutions partenaires pour leur rôle essentiel dans l'organisation de cette journée. C'est tout, je vous remercie. À présent, nous avons l'honneur de présenter le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui va prendre la parole au nom du ministre. Maître Jean Fallière Bazelet. Monsieur le représentant du cabinet Patrick Laurent et Associés, Monsieur le directeur de l'unité de lutte contre la corruption, Monsieur le directeur de l'UCREF, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, de la Croix des Bouquets et de Petit-Gouin, Monsieur le président et vice-président de l'amicale de la Fédération de la Faculté de droit et des sciences économiques, FDSE, Monsieur la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur l'ambassadeur du Canada, à tous les élèves et étudiants des différentes écoles et facultés qui participent à cette rencontre, nous vous disons la bienvenue. Mesdames, Messieurs, c'est avec un profond sentiment d'honneur et un profond sentiment de responsabilité que je réponds à l'invitation à cette 12e édition du prestigieux Salon du droit organisé par le cabinet Patrick Laurent et Associés en étroite collaboration avec l'unité centrale de renseignement financier UCREF, une activité qui, définitivement, taille une place de choix parmi les grands rendez-vous annuels. En ma qualité de directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, je tiens tout d'abord à saluer chaleureusement cette remarquable initiative et le choix particulièrement pertinent du thème de cette année, de la prévention à la répression du crime financier, une approche globale et intégrée.
ce salon rassemble aujourd'hui une exceptionnelle diversité d'acteurs clés tels que avocats, juristes, magistrats et étudiants, experts financiers, institutions publiques et privées, ainsi que les organismes spécialisés dans la lutte contre la corruption, notamment l'unité centrale de renseignement financier qui est au cœur de cet événement. Notre présence ici témoigne de notre engagement et notre détermination collective à éradiquer les fléaux du crime financier, véritable obstacle à la justice et au développement durable de notre société. Permettez-moi de souligner particulièrement le rôle fondamental des professionnels du droit dans notre combat commun. Ces hommes et femmes de la Bazoche ne sont pas seulement les gardiens vigilants des lois, mais surtout des défenseurs engagés d'une société juste, équitable et transparente. Leur rôle est décisif, non seulement dans l'application rigoureuse de la loi, mais également dans la promotion de pratiques exemplaires et dans la sensibilisation du grand public à la gravité du crime financier. Le crime financier, et particulièrement le blanchiment des capitaux, n'est pas uniquement une infraction économique. Il constitue une menace profonde et globale pour la stabilité et le progrès social de notre pays. Chaque acte de blanchiment prive directement notre peuple des ressources vitales nécessaires pour financer l'éducation, les soins de santé, les infrastructures et le développement économique durable. Ainsi, chaque dollar détourné représente un obstacle concret à la réalisation des projets vitaux pour la communauté et une entrave majeure à la lutte contre la pauvreté. C'est une véritable gangrène, un facteur de déséquilibre qui tend à saper l'édifice de l'état de droit. Nous savons aussi que ces capitaux illégaux nourrissent une criminalité plus large, comme le trafic de drogue, le terrorisme, la traite d'êtres humains et la corruption systématique, minant profondément notre sécurité nationale et notre stabilité politique. Face à ce constat alarmant, il nous faut adopter une approche réellement globale et intégrée. Celle-ci implique non seulement une coopération étroite entre toutes les institutions concernées, mais aussi un partenariat actif avec la société civile, les médias et le secteur privé. Cette approche doit intégrer autant la prévention que la répression, car la meilleure manière de combattre le crime financier demeure sa prévention efficace. Il s'agit donc de renforcer constamment notre cadre juridique, d'améliorer nos capacités opérationnelles de détection et de sanction et d'accroître les actions pédagogiques destinées à promouvoir une culture de l'intégrité et de l'éthique au sein de notre société. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique est pleinement mobilisé et conscient de l'importance cruciale de son rôle dans cette démarche intégrée. Nous nous engageons fermement à renforcer les mécanismes juridiques et institutionnels, à promouvoir la transparence et assurer une justice impartiale et accessible à tous. Cependant, au-delà de ces engagements institutionnels, c'est un changement culturel profond que nous devons opérer collectivement. Nous devons tous ensemble, chacun à notre niveau, promouvoir les valeurs fondamentales d'intégrité, de responsabilité et de solidarité citoyenne. Je vous invite tous à profiter pleinement de cette occasion unique qu'offre le Salon du Droit pour échanger, partager vos expériences et renforcer les collaborations indispensables à la lutte contre le crime financier. Haïti mérite une société débarrassée de cette gangrène de la corruption et du blanchiment de capitaux. Ensemble, œuvrons davantage pour faire de cette vision
une réalité. Je vous remercie sincèrement pour votre présence, votre détermination et votre précieux engagement. Merci. Et merci, Monsieur le Directeur Général. Là, nous sommes arrivés à la deuxième partie de la cérémonie. Alors, en raison de problèmes techniques, on ne pourra pas avoir l'allocution de M. Emerson Jean-Baptiste par visioconférence. Et du coup, nous passons au prix du Salon du droit. Et pour cette remise, nous appelons Maître Marie-Alice Bélizer, qui a été désignée par les membres du jury pour présenter le rapport du prix du Salon du droit 2025. Le protocole ayant déjà été établi, bonjour à tous en vos rangs, titres et qualités. Bonjour à tous. Je suis Marie-Alice Bélizer, notaire à Port-au-Prince, membre du jury pour l'attribution du prix du droit 2025. Je suis déléguée à ce titre par la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti. Ce prix a été attribué par différents membres de différents secteurs que je vais appeler à me rejoindre. Maître Claudie Marsan, avocate, qui est actuellement le rapporteur, elle a été déléguée par le barreau de Port-au-Prince et elle est conseillère de l'ordre des avocats. Vous pouvez l'applaudir. Maître Laurence Bien-Aimé, avocate, économiste, elle est membre évaluatrice, responsable de l'auditorat et déléguée par la Cour supérieure des comptes, contentieux administratif. Maître Josué Beaubrun, avocat, modérateur, qui a été délégué par le directeur général de Juris Experts. Sous vos applaudissements, venez donc. Maître Flambert Louis-Jean, représentant de Telematica. Monsieur Richard Carrier, conseiller, représentant de Radio Métropole. Monsieur Volny Poultre, agronome, représentant de Agroservice SA. Maître Demosthène, mon confrère notaire, représentant de l'étude Demosthène. Ça a été très difficile d'attribuer ce prix parce que les nominés étaient des personnes excellentes, chacune dans son secteur. Les nominés, s'ils sont présents, je vous invite à vous lever pour que la salle vous reconnaisse. Fondation Zilé, représentée par Edwin Paraison. Michel Delerme, juriste, spécialiste en droit financier. Maître Delerme est là. Carlet Vincent, substitut du commissaire du gouvernement près de la Cour de cassation, magistrat.
Colette Lespinasse, cofondatrice du groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés GARE. Et enfin, Monsieur Michel Apéan, président et coordonnateur national de la CHAA, Société haïtienne d'aide aux aveugles. Monsieur Péan. Tout de suite, je vais passer le micro à Claudie Marsan, qui est le rapporteur de cet événement, qui va vous expliquer plus en détail les critères d'évaluation. Bonjour à tous, merci. Alors, nous avons commencé le processus le 4 avril 2025 avec une équipe de... Nous étions 11 les membres du jury. Donc, il manque Monsieur Toussaint, Erol Toussaint, et nous avions eu également Wendell Théodore, qui n'est pas présent apparemment aujourd'hui. Il est là. L'évaluation a été faite sur la base de critères transmis par le cabinet Laurent, Patrick Laurent. J'ai tout le rapport avec moi. Donc les principaux critères, nous avions la qualité juridique et l'originalité du travail des œuvres du ou de la nominée sur 20 points, et on a éclaté ces critères pour en avoir 3: rigueur et justesse de l'analyse et de l'argumentaire juridique, caractère original de l'approche, pertinence du projet vis-à-vis du cadre légal, régional ou international. Ensuite, le deuxième critère, c'est la portée de l'initiative et son impact social, sur 20 points également, qui a été, on a eu des sous-critères également, mais je vais essayer d'aller vite. Troisièmement, le critère engagement, éthique et responsabilité sur 15 points, et l'innovation sur 15 points, qualité de réalisation sur 10 points, accessibilité et inclusivité sur 10 points, et la pertinence sectorielle notamment sur 10 points. Donc on a eu des fiches d'évaluation distribuées, des fiches individuelles qui ont été remplies par chaque évaluateur. Et ensuite, comme rapporteur, j'ai récupéré ces fiches, j'ai fait la saisie jusqu'à la pondération. Et nous avons eu comme résultat, alors je ne vais pas vous donner le résultat tout de suite parce que c'est la surprise. Donc pour aller vite, Marie-Alice me met la pression. Je vais annoncer le gagnant, qui est, elle va nous dire si c'est une personne morale ou personne physique. Une personne physique. Et qui est dans la salle. Qui est dans la salle. Un monsieur. Qui n'est pas un chat. Nous appelons Maître Patrick Laurent, s'il vous plaît, qui va remettre le prix au grand gagnant. Nous tenons aussi à rappeler que Maître Erol Toussaint faisait partie des débats pour l'attribution du prix pour le cabinet Laurent. Et le gagnant de cette année, c'est M. Michel Apéan. J'appelle la directrice de l'IGF, la directrice de IGF, c'est la marraine de
Alors c'est IGF qui a sponsorisé le prix du salon. C'est à elle que revient l'honneur de remettre le prix du Salon du droit, 4e édition du Salon du droit, qui est décerné à Michel A. Payan. C'est le résultat du jury. Donc, Madame la directrice, votre prix et votre récipiendaire. Mesdames, Messieurs les organisateurs et exposants du Salon du droit, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs, grades et qualités, secteur d'appartenance, profession, occupation et statut, tout protocole respecté. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, mes chères sœurs et frères haïtiens, toutes générations confondues, et particulièrement Monsieur Michel Archange Payan, vous venez d'apprendre le nom du récipiendaire de ce prix particulier du Salon du droit. C'est avec une émotion indicible que je me présente à ce lutrin pour contribuer à concrétiser ce moment symbolique fort qui, à différents niveaux, charrie tellement de sens, incarne tant de signification. En effet, prendre la décision de distinguer quelqu'un est loin d'être anodine. Au contraire, elle implique des responsabilités à bien des égards pour ceux qui endossent l'initiative et la sélection. Vous avez entendu tantôt tout le processus qui nous a amenés à la désignation du récipiendaire du prix du Salon du droit, édition 2025. Des critères que doivent aussi respecter ce jury, tels la transparence, l'objectivité, la crédibilité, la légitimité. Et je veux croire qu'à partir de cet enthousiasme qui a accueilli le nom du récipiendaire, l'ensemble de ces qualités et critères ont été respectés par les membres du jury. De même, si l'objet d'une distinction reste indéniablement l'expression d'une forme de reconnaissance exceptionnelle, il n'en demeure pas moins qu'il en découle une pression certaine pour le récipiendaire, aussi exceptionnel qu'il puisse être déjà. Car dès lors, il est investi de responsabilités et de devoirs supplémentaires qui, si vous me permettez de l'exprimer ainsi, s'apparentent à une obligation de cohérence. En effet, consciemment ou pas, les témoins privilégiés de ces moments exceptionnels dont vous, chère assistance, y compris moi, nourrissent dès lors à l'égard du récipiendaire, en tout temps et en tout lieu, des attentes de conformité, tout au moins proportionnelles au niveau d'excellence que souligne la distinction en question. Par conséquent, en tant que responsable de l'une des institutions de contrôle incontournables du pays, c'est avec respect et reconnaissance que je salue le travail remarquable de toutes les parties prenantes, notamment les 15 membres du jury, ayant abouti à la désignation du 4e récipiendaire du prix du Salon du droit depuis l'initiation qui a été faite en 2021. Un choix qui, sans nul doute, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, s'impose en droite ligne des critères tantôt relatés, mais également un choix qui est en parfaite adéquation avec le caractère inclusif et intégré que l'unité centrale de renseignement financier et le cabinet Patrick Laurent et associés ont voulu souligner au cours de cette 12e édition du Salon du droit. Mesdames et messieurs, le lauréat du prix du Salon du droit édition 2025 est incontestablement un modèle vivant de résilience face à l'adversité, un acteur du changement engagé qui a consacré pratiquement sa vie à œuvrer pour des conditions plus favorables à l'inclusion, notamment de l'une de nos communautés vulnérables. Par sa vision, son exemple, son action, il a contribué et contribue encore à faire avancer la lutte contre les inégalités trop criantes et pénalisantes de notre société. Le récipiendaire de ce jour n'a quasiment plus rien à prouver, même s'il n'aura sans cesse de continuer à œuvrer jusqu'au bout.
Sa ténacité, son parcours, son vécu ne peuvent être qu'inspirants pour tout et chacun, en particulier pour notre jeunesse. Vous, les jeunes présents dans cette salle ici, qui, dans notre contexte actuel, aujourd'hui, vous n'avez pratiquement plus aucun droit, même ceux établis constitutionnellement. Ancien secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, les initiatives du récipiendaire du prix du Salon du droit édition 2025 a eu différentes initiatives, dont l'une qui a amené à l'adoption de la loi du 13 mars 2012 portant sur l'intégration des personnes handicapées ou à mobilité réduite, qui représente une avancée en matière de défense des droits humains en Haïti, quand bien même la plupart des mécanismes opérationnels prévus tendent encore à être mis en œuvre. Monsieur Michel Archange Payan, le récipiendaire du prix du Salon, continue aujourd'hui encore à plaidoyer en faveur de la ratification du traité de Marrakech déposé en 2016 au Parlement haïtien, qui vise la démocratisation de l'accès à la lecture pour toutes les personnes à déficience visuelle. Coordonnateur de la Société d'aide aux aveugles, CHA, son dynamisme, son charisme, son leadership, ses capacités de plaidoyer sont remarquables et il a su mettre toutes ses qualités au service d'une cause. Non-voyant, il est la preuve vivante que l'être humain ne se résume ni ne se définit par sa déficience ou ses limitations, telles qu'elles soient. Mesdames et messieurs, avec moi, accueillez s'il vous plaît, avec tous les honneurs qu'il mérite, le docteur S. Lettres et Sciences Humaines, Michel Archange Payan, récipiendaire du prix du Salon du droit édition 2025. Cabinet Patrick Laurent et Associés, 12e édition Salon du droit, décerne le prix du Salon du droit à Dr Michel Archange Payan en reconnaissance de son engagement exemplaire et de son dévouement constant en faveur du droit à l'intégration des personnes en situation de handicap. Le prix du Salon du droit le 9 mai 2025. Chers compatriotes et amis étrangers, en 1964, Jean-Paul Sartre avait remporté le prix Nobel, la plus haute distinction du monde. Mais l'histoire rapporte qu'il ne l'a pas accepté parce qu'il n'a pas voulu être institutionnalisé, dit-il, ce qui serait contraire à sa philosophie. C'est son droit le plus entier et je respecte sa position. Par contre, 9 ans avant, en 1955, élu à l'Académie française, Jean Cocteau eut à dire « Les honneurs, il faut les accepter la tête basse. Les refuser serait fanfaronnade. » Chers amis, c'est sous la conduite de cet éclairage que j'accepte ce prix. Je l'accepte effectivement, le front courbé, le regard clos, les yeux cadenassés
comme toujours. En d'autres termes, c'est avec un seuil d'humilité extrême que j'accepte ce prix. Mais je dois aussi avouer que je l'accepte avec une grande joie. Je dirais même une joie débordante. Mais attention, le prix, tout au moins le travail qui m'a valu ce prix, le prix du Salon du droit, un travail d'ailleurs qui est très loin d'être achevé. D'ailleurs, en raison du climat d'insécurité qui prévaut dans le pays, c'est la régression qu'on observe dans tous les domaines de l'effort humain. C'est bas que l'on fait. Mais le travail, l'œuvre, reste quand même une œuvre collective. Ça, il n'y a pas de doute. En quoi consiste ce travail? Il consiste à prévenir la cécité, les invalidités en général, mais il consiste aussi à œuvrer pour le respect des droits légitimes des personnes en situation de handicap. Cela nous a conduit tout naturellement à combler dans ce pays un vide juridique en matière des droits humains, et plus précisément en matière des droits spécifiques des personnes en situation de handicap. Pour ce travail, oui, je disais que cette mission nous a conduit tout naturellement à combler un vide juridique en matière des droits humains et des droits de la personne, des droits des personnes handicapées en particulier. Nous avons effectivement, sous mon administration, porté le Parlement haïtien à ratifier la Convention des Nations Unies, celle de l'OEA relative aux droits des personnes handicapées, et également à voter, à adopter une loi purement haïtienne titrée « Loi portant sur l'intégration des personnes handicapées ». Dans le cadre de ce travail, nous avons été supportés, aidés par des avocats d'une grande ouverture d'esprit. Et là, je fais allusion à Maître Roston Bertrand, à Maître Jean-Joseph Exumé, également à Maître Jean Vandal, à Maître, je dirais, le docteur Paul-Claude Béroubé du Canada, également Carolina Ramirez Hernandez du Mexique. On a été soutenu par tous ces gens. Être reconnu, chers amis, dit Roland Barthes, est une bonne chose. Cela vous pousse à aller de l'avant, cela vous encourage, et moi d'ajouter, à marcher la tête haute sur le chemin du progrès et de la lumière. Il y a, Monseigneur Guillaume Poula, bon bagay que Térémé dit et que m'a obligé de dire là, parce que je suis sous pression. Je voulais parler, gain parole, c'est tant pas gain, mais je a bonne pression, vous finissez.
Mon sérieux Guy Poulard, t'es comme zon bagay. Donner côté bon Dieu planté. Autrement dit, chaque monde dans sphère pauvre, dans le domaine pauvre, produit, réfléchit, bail résultat et l'avenir dira le reste. En ce qui me concerne, chers amis, vous pouvez compter sur moi. Je serai toujours à vos côtés. Et ensemble, nous serons aux côtés du peuple haïtien dans sa lutte contre l'impunité, dans sa lutte contre l'insécurité, contre la corruption, contre la pauvreté sous toutes ses formes, et pour l'avènement d'un état de droit véritable, pour la construction d'une société inclusive, une société qui prend en compte les besoins, les revendications, les aspirations, en un mot, le rêve de tous ses fils et de toutes ses filles, handicapées ou pas. Encore une fois, merci pour le prix et à la prochaine. Office protection. Pas rater un rien dans un ambiance.